Bonjour, mon nom est Abdelwahed Mekki Berada. Je suis anthropologue au département d'anthropologie de l'Université Laval. Mes champs de spécialisation sont l'anthropologie de la santé mentale, l'anthropologie des migrations forcées et l'anthropologie de l'islam. Et justement, parlant d'anthropologie de l'islam, je suis invité à vous présenter ce numéro spécial d'anthropologie et société que j'ai dirigé et dont le titre est Femmes et subjectivation musulmane. Subjectivation musulmane parce que la question du sujet est peu abordée en anthropologie, particulièrement dans l'anthropologie canadienne et québécoise, et ce numéro s'est donc imposé, pour lequel j'ai invité un certain nombre d'anthropologues pour y contribuer. On remarquera que le titre est au pluriel, femme au pluriel, subjectivation au pluriel, musulmane au pluriel, et qui est une première mise au point en fait, puisque en règle générale, on a tendance à parler de la femme musulmane et donc à l'essentialiser, à la réduire à son islamité et à ignorer toutes les identités que les femmes musulmanes peuvent déployer dans le contexte contemporain. Subjectivation au pluriel également, puisqu'il y a plusieurs modes de subjectivation, et musulmane, puisque l'islam se déploie de façon multiple à travers le monde, ce qui intéresse particulièrement les anthropologues, puisque plus d'1,5 milliard de musulmans, l'islam ne se déploie pas de façon unique chez tout ce monde-là. Ce numéro spécial est également né dans un contexte sociopolitique particulier, autant au Québec que dans le monde, puisque l'islam, pour des raisons évidentes, ces dernières années, surtout depuis le 11 septembre, mais pour d'autres raisons après le 11 septembre, l'islam est sujet de tensions et de polarisation sociale. Alors, ce qui était assez déroutant pour un anthropologue comme moi, c'est que l'anthropologie, et je parle de l'anthropologie canadienne en général et de l'anthropologie québécoise en particulier, l'anthropologie est d'un mutisme inquiétant à ce sujet-là, et j'ai cru approprié de donner la parole et offrir cette opportunité à des anthropologues de pouvoir parler de la question des subjectivations en islam. Maintenant, une fois que nous avons dit islam, et c'est un peu le fil directeur de ce numéro spécial, une fois que nous avons dit que l'islam est une religion, avons-nous vraiment tout dit? Ce numéro spécial propose que nous n'avons pas tout dit, qu'il y a encore beaucoup à dire, et que l'islam, en plus d'être une religion, est certainement beaucoup de choses encore, du moins pour les acteurs musulmans, les hommes et les femmes musulmans qui ont été interviewés par nos anthropologues qui sont les auteurs de cet ouvrage. Alors, l'islam est une religion, mais l'islam est aussi, si on y regarde de près, ce que Michel Foucault pourrait appeler un trièdre épistémologique. Et donc, en tout cas, il est fondé sur un trièdre épistémologique où il y a une rationalité particulière qui, à toute fin pratique, peut se subdiviser en une raison normative, une raison herméneutique et une raison contemplative, la dernière étant souvent écartée dans les études sur l'islam. La raison normative est fondée sur des stratégies discursives particulières, il y a des textes fondateurs, il y a des comportements qui font que cette raison normative va nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et c'est généralement ce sur quoi on porte l'attention quand on parle d'islam. Maintenant, il n'y a pas rien que la raison normative à laquelle l'islam est réduite, il y a également une raison herméneutique et qui fait qu'il y a un effort interprétatif qui est énorme et qui est extrêmement diversifié depuis au moins le début de l'islam, qui a donné plusieurs écoles interprétatives au sein de cette religion, culture et civilisation. Une raison contemplative également,
qui donc va reposer sur la pratique contemplative et donc qui va aussi baser sur un certain nombre de normes, mais qui a des dessins qui lui sont propres. Donc trois raisons, normative, herméneutique et contemplative, qui s'articulent et l'une n'excluant pas l'autre. Ça fait que dans cet ouvrage collectif, nous avons abordé l'islam comme une tradition discursive, comme un système de représentation et comme une technologie de soi. Et cette idée de technologie de soi est particulièrement importante dans la mesure où ce sont ces pratiques de soi sur soi, cet ensemble de techniques de soi qui vont contribuer à l'émergence d'un sujet musulman et particulièrement parmi les femmes musulmanes. Des femmes musulmanes, soulignons-nous dans cet ouvrage collectif, des femmes musulmanes dont les corps servent de champ de bataille sociale et politique. Autant dans les pays musulmans que dans les pays non musulmans, à force de voilement et de dévoilement. Il y a des pays, des traditions qui veulent forcer les femmes à se voiler. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, à part l'Arabie Saoudite, qui est le seul pays qui force ses citoyennes à se voiler. Moi en Iran depuis 2018, mais aussi plusieurs pays musulmans et non musulmans où on va forcer les femmes à se dévoiler. Donc il y a les corps des femmes deviennent des champs de bataille sociale et politique. Et en utilisant les corps des femmes comme champ de bataille sociale et politique, il y a une anatomopolitique qui s'inscrit, donc on contrôle ces corps-là, et c'est un peu un tremplin vers le contrôle du corps social et du corps politique. Donc le contrôle du corps des femmes n'est pas une stratégie qui s'arrête là, c'est une stratégie qui a d'autres objectifs, et notamment le contrôle du corps social et du corps politique. Donc un numéro spécial d'anthropologie et société sur femmes et subjectivation musulmane qui insiste sur le déploiement multiple de l'islam dans différents contextes musulmans, sur les formes multiples que prennent les processus de subjectivation, et cela nous l'avons fait avec des universitaires, essentiellement des anthropologues, qui ont travaillé en Égypte, en Tunisie, en Iran, en Turquie, en France, au Québec, en Syrie, en Afrique et en Inde. Quoi? Bonne lecture. Bonne lecture.